Ip Man et Bruce Lee, le secret final du maître. Le mythe et la vérité. Pendant des décennies, le monde a célébré le lien légendaire entre deux icônes des arts martiaux. Le vénéré grand maître Ip Man et son élève le plus célèbre, Bruce Lee. Hollywood a popularisé un récit simplifié, un conte où un jeune prodige s'entraîne dans un temple secret sous la tutelle d'un maître éclairé. Mais la vérité derrière cette relation était bien plus complexe, faite de profondes tensions culturelles, de féroces rivalités et des dures conditions de Hong Kong dans les années 1950. Ces épreuves finirent par créer un fossé inattendu entre le maître et son élève, laissant le monde spéculer sur les raisons de leur séparation. Il a fallu attendre les dernières années de sa vie pour qu'Ip Man, le cœur lourd, admette finalement la vérité sur les raisons pour lesquelles il avait cessé d'enseigner à Bruce Lee. Cette vérité est bien plus nuancée que la simple arrogance de son élève. C'est l'histoire d'anciens préjugés, de camarades jaloux, de la pression de préserver une tradition millénaire et d'une santé défaillante. C'est l'histoire d'un maître qui a dû sacrifier le lien avec son élève le plus prometteur pour protéger son art. Comment Bruce Lee a-t-il intégré les cours d'Ip Man? Bruce Lee a rencontré Ip Man pour la première fois au début des années 1950, alors qu'il avait environ 15 ans. À l'époque, il était à des années-lumière du pratiquant discipliné et du philosophe des arts martiaux que le monde connaîtrait plus tard. Il était un adolescent turbulent, plongé dans la vie tumultueuse des rues de Hong Kong, où les bagarres de gang et la violence urbaine faisaient partie de son quotidien. Bruce était le leader d'un gang surnommé les Tigres de Junction Street, et s'était forgé une réputation de combattant de rue. Bien que ses techniques fussent brutes et non raffinées, son esprit combatif et sa rapidité étaient déjà évidents pour quiconque l'observait. Ce milieu rude l'a poussé à chercher un moyen d'améliorer ses aptitudes au combat. Cette quête, qui avait commencé par l'observation de combats et l'expérimentation de techniques autodidactes, le mena vers le Wing Chun. L'un de ses amis les plus proches, William Cheung, apprenait déjà le Wing Chun auprès du célèbre grand maître Ip Man. Reconnaissant l'esprit combatif et le talent naturel de Bruce, William proposa de le présenter à son professeur. Cette rencontre allait changer la vie de Bruce Lee, mais elle ne fut pas sans complications. L'admission de Bruce dans l'école d'Ip Man se heurta immédiatement à un obstacle majeur. La mère de Bruce avait des origines européennes, un fait qui lui conférait un statut unique et problématique dans le Hong Kong post-colonial. Pour les traditionalistes du monde des arts martiaux chinois de l'époque, il existait une règle non écrite, profondément enracinée. N'enseigner qu'aux élèves de pure ascendance chinoise. Plusieurs des élèves seniors d'Ip Man s'opposèrent farouchement à l'admission de Bruce. Ils craignaient que sa présence ne dilue la pureté de leur art et ne ternisse la réputation de l'école. Mais William Cheung, convaincu du potentiel de Bruce, se porta garant pour lui. Grâce à son intervention et à l'esprit ouvert d'Ip Man, Bruce fut finalement accepté dans l'école. Son entraînement ne débuta toutefois pas comme il l'avait imaginé. Plutôt que d'apprendre immédiatement des mouvements complexes ou des techniques de combat applicables dans la rue, il fut chargé de pratiquer une seule posture, le Siu Nin Tao, pendant plusieurs jours. Cela fut particulièrement frustrant pour un jeune homme impatient et fougueux comme Bruce, qui espérait acquérir rapidement des techniques pour gagner ses bagarres. Il se plaignit auprès de son père de cet exercice apparemment inutile, mais la discipline était la première leçon du Wing Chun. Malgré sa frustration, il continua à se présenter en cours et à répéter inlassablement cette posture. L'approche d'Ip Man était délibérée. Sa philosophie mettait l'accent sur l'importance de bâtir une base solide avant de passer à des techniques plus élaborées. En obligeant Bruce à se concentrer uniquement sur la perfection de cette posture, Ip Man lui inculquait la précision, l'équilibre et la structure qui deviendraient essentiels à sa future maîtrise des arts martiaux. À l'époque, Bruce trouvait cet entraînement fastidieux, mais rétrospectivement, il posa les fondations de ses innovations ultérieures. Ip Man lui-même enseignait rarement directement à tous ses élèves. Il réservait une instruction personnelle à ceux qu'il jugeait particulièrement prometteurs ou dévoués. Dans le cas de Bruce, une grande partie de l'enseignement quotidien fut assurée par Wong Shenlong, l'un des élèves seniors les plus fiables d'Ip Man. Wong était réputé pour son approche pragmatique du Wing Chun, façonnée par ses propres expériences lors de combats réels. Sous sa direction, les compétences de Bruce s'améliorèrent rapidement, l'accent mis par Wong sur l'efficacité et l'adaptabilité dans les combats réels faisant écho à l'expérience de Bruce dans les bagarres de rue. Au fur et à mesure de ses progrès, Ip Man commença à s'intéresser personnellement à son développement.
Le grand maître reconnut le talent et l'enthousiasme de Bruce, et au-delà des techniques physiques, lui fit découvrir la philosophie profonde du kung-fu, l'importance de la fluidité, de l'adaptabilité et de la compréhension de son adversaire. Cette base philosophique influencera plus tard de nombreuses idées célèbres de Bruce, y compris sa fameuse maxime « Sois comme l'eau ». Le conflit inévitable, la jalousie et les pressions traditionnelles. L'environnement de l'école d'Ippeman était non seulement exigeant en raison des méthodes d'entraînement, mais aussi à cause des conflits internes entre les élèves. La capacité naturelle de Bruce lui permettait de surpasser rapidement nombre de ses pairs, intensifiant ainsi leurs ressentiments. La jalousie était profonde et ses origines mixtes attisaient encore davantage le mécontentement de nombreux traditionalistes au sein de l'école. Ces traditionalistes estimaient que les arts martiaux chinois devaient être réservés exclusivement aux personnes de pure ascendance chinoise. Ce préjugé offrait une justification commode à ses détracteurs, et malgré l'acceptation personnelle par Ippeman du talent de Bruce, l'opposition croissante au sein de l'école ne pouvait être ignorée. Au fur et à mesure que les compétences de Bruce s'amélioraient sous la direction d'Ippeman et de son élève senior Wong Shenlong, la pression extérieure sur le grand maître augmentait. Dans la communauté conservatrice des arts martiaux de Hong Kong, les traditions étaient farouchement défendues. L'idée d'enseigner les arts martiaux chinois à une personne aux origines mixtes suscitait la controverse. De plus, la réputation de Bruce en tant que combattant de rue aiguisé dans les ruelles violentes de Hong Kong et renforcée par ses succès lors de combats non officiels exacerba la situation. Sa nature rebelle et sa rapide ascension dans les arts martiaux faisaient de lui un paratonnerre pour les critiques. Ses camarades et les pratiquants établis le voyaient tous comme une menace pour les coutumes et hiérarchies bien ancrées du Wing Chun. À la fin des années 1950, plusieurs facteurs se conjuguèrent pour créer une situation intenable pour Ippeman. Sa propre santé se détériorait. Des années de consommation d'opium avaient fait leur effet, et il souffrait d'un cancer de la gorge. Enseigner devenait de plus en plus difficile pour le grand maître vieillissant, qui avait passé des décennies à perfectionner l'art du Wing Chun. Parallèlement, la pression de la communauté traditionnelle des arts martiaux se faisait de plus en plus forte. Les critiques soutenaient qu'Ippeman compromettait l'intégrité de ses enseignements en s'associant à un élève qui ne respectait pas les normes de la communauté. Comme l'aurait déclaré un membre senior de l'école, enseigner à Bruce, c'est comme ouvrir la porte à tout ce qui n'est pas destiné à notre art. Bien qu'Ippeman n'ait jamais publiquement approuvé de tels propos, ce sentiment était omniprésent. Face à ces défis croissants, Ippeman prit une décision difficile. Plutôt que d'exclure complètement Bruce, une mesure qui aurait pu entacher davantage sa réputation, Ippeman choisit de prendre ses distances en cessant de lui offrir une instruction directe. Il organisa ainsi la poursuite de son entraînement exclusivement sous la direction de Wong Shenlong. Cette décision fit de Bruce un paria au sein de l'école principale, le cantonnant à un environnement d'entraînement séparé. Ce compromis permit à Ippeman de protéger à la fois son héritage personnel et la sacralité de sa tradition martiale. Ce faisant, il s'assura que les controverses entourant la présence de Bruce ne compromettent pas la réputation globale de sa lignée de Wing Chun. La rupture et la naissance du Jeet Kune Do. Pendant des décennies, les véritables raisons qui avaient poussé Ippeman à cesser d'enseigner à Bruce restèrent l'objet de spéculations. Beaucoup supposaient que l'arrogance et le comportement rebelle de Bruce en étaient les principales causes. Cependant, l'histoire complète était bien plus complexe, et à bien des égards, tragique. Peu de temps avant sa mort en 1972, Ippeman révéla la vérité à son fils Ippe-Chun, une vérité qu'il avait portée en lui pendant plus de 10 ans. La pression croissante de la communauté traditionnelle des arts martiaux, conjuguée à ma santé déclinante, ne m'a laissé d'autre choix que de me retirer de l'entraînement direct de Bruce, confia-t-il. Ces mots clarifièrent que ce n'était pas uniquement le comportement de Bruce qui avait motivé cette décision, mais bien une combinaison de pression extérieure et de limites personnelles. Des préjugés profondément ancrés contre les origines mixtes de Bruce jouèrent également un rôle puisque de nombreux étudiants conservateurs estimaient que les arts martiaux chinois ne devaient pas être partagés avec des personnes d'origine non chinoise. Après cette période, la vie de Bruce prit un autre tournant dramatique. En 1959, suite à une série d'incidents violents, dont une altercation particulièrement grave impliquant le fils d'un puissant membre de la triade, ses parents décidèrent que sa sécurité à Hong Kong ne pouvait plus être garantie. Ils l'envoyèrent aux États-Unis où il recommencerait à zéro. Arrivé à Seattle avec peu de moyens, seulement $100 et quelques contacts, Bruce fut contraint de se réinventer. Aux États-Unis,
Il commença par occuper de petits emplois et poursuivit des études de philosophie à l'Université de Washington. Parallèlement, il se forgea une réputation de combattant redoutable, participant à des matchs de boxe et à des compétitions clandestines d'arts martiaux. La rupture avec l'entraînement formel d'Ip Man ne mit pas fin à l'engagement de Bruce envers les arts martiaux. Elle ne fit que rediriger sa trajectoire. À Seattle, Bruce finit par ouvrir sa propre école, le Jun Fan Gung Fu Institute. Cette institution rompait avec la tradition à bien des égards. Contrairement aux écoles d'arts martiaux exclusives et homogènes sur le plan racial de Hong Kong, l'école de Bruce accueillait des étudiants de toutes origines. Son approche inclusive était perçue comme un défi direct à l'ordre établi et alimentait encore davantage la controverse autour de ses méthodes. En redéfinissant son art sous le nom de Jeet Kune Do, ou la voie du point qui intercepte, Bruce cherchait à éliminer ce qu'il considérait comme des traditions superflues pour créer un système fondé uniquement sur l'efficacité et la praticité en combat réel. La prise de distance d'Ip Man vis-à-vis de Bruce n'avait pas pour but de le punir, mais de protéger la réputation de son école d'arts martiaux. La pression incessante des traditionalistes, combinée à la détérioration de sa santé, rendait impossible pour lui de continuer à fournir un enseignement direct sans risquer de diluer son héritage. Le maître derrière la légende, qui était vraiment Ip Man? Qui est vraiment Ip Man pour avoir exercé une influence aussi profonde sur Bruce Lee? Né en 1893 à Foshan, dans le Guangdong, Ip Man, à l'origine Ip Kaiman, a grandi dans une famille aisée qui valorisait l'éducation et la culture traditionnelle chinoise. Troisième d'une fratrie de 4 enfants, il fut initié dès son plus jeune âge à la discipline des arts martiaux. Il commença à étudier le Wing Chun sous la direction de Chan Hua-Chun, un maître respecté de cet article. Bien que les sources divergent sur son âge exact au début de son entraînement, sa détermination à maîtriser le Wing Chun était évidente dès le début. Chan Hua-Chun, alors âgé de 57 ans, prit Ip Man comme 16e et dernier élève. Cependant, son enseignement fut interrompu après seulement 3 ans en raison d'un léger AVC en 1909, le contraignant à prendre sa retraite. Au cours de ces années formatrices, Ip Man absorba une grande partie de son entraînement auprès du deuxième élève le plus expérimenté de Chan, Ng Chung Sok, ce qui jeta les bases essentielles de son expertise future. Dans sa vingtaine, Ip Man avait déjà atteint un niveau de compétence lui permettant d'enseigner aux autres, bien qu'il n'ait pas encore créé d'école officielle. Il travailla alors comme officier de police à Foshan pour le gouvernement nationaliste, un poste qui lui assurait à la fois un revenu stable et l'opportunité d'appliquer ses compétences martiales pour maintenir l'ordre public. Sa réputation de pratiquant compétent et discipliné grandissait régulièrement, alors même que sa carrière d'artiste martial ne faisait que commencer à se dessiner. À 16 ans, aidé par son cousin Leung Futing, Ip Man s'installa à Hong Kong. Là, il s'inscrivit au St. Stephen's College, un établissement destiné aux familles aisées et aux expatriés. Cette expérience élargit ses horizons et le confronta à de nouvelles idées bien au-delà de son Foshan natal. Peu après son arrivée, un camarade de classe nommé Leung l'informa d'un défi d'exhibition organisé par un ami du père de Leung. Le défi venait de Leung Bik, le fils de Leung Jan, qui avait été le professeur de Chan Hua-Chun. Ip Man accepta le duel avec enthousiasme. Cependant, la rapidité et l'habileté de Leung Bik le surpassèrent rapidement. Après 2 combats au cours desquels Ip Man fut vaincu, il se sentit embarrassé et découragé. Il partit initialement sans commentaire. Une semaine plus tard, Leung expliqua que Leung Bik avait en réalité loué la technique d'Ip Man et souligné son lien familial avec Leung Jan. Ce retour d'information motiva Ip Man, qui commença à s'entraîner sous la direction de Leung Bik jusqu'à la mort de ce dernier en 1911. Ces années d'entraînement rigoureux furent essentielles pour affiner ses compétences et approfondir sa compréhension du Wing Chun. En 1916, à l'âge de 24 ans, Ip Man retourna à Foshan et reprit sa carrière d'officier de police. Pendant cette période, il commença à enseigner le Wing Chun à ses amis, subordonnés et membres de sa famille, bien qu'il n'ait jamais établi d'école d'arts martiaux officielle à Foshan. Ses cours jouissaient d'une excellente réputation. Ses premiers élèves, parmi lesquels Lok Yu, Shou Kwon Yue, Kwok Fu, Lin Kai, Chan Chi-sun et Lui Ying, contribuèrent par la suite à la diffusion du Wing Chun à Foshan et dans l'ensemble de la région du Guangdong. Ip Man épousa Sheng Wing-sing et ensemble ils eurent plusieurs enfants, dont Ip Shin et Ip Shing. Cependant,
Sa vie personnelle ne fut pas sans difficulté. Le climat politique tumultueux de la Chine du début du XXe siècle commença à l'affecter. Pendant la guerre sino-japonaise, Ip Man prit parti pour le Kuomintang. Des rumeurs circulent selon lesquelles il aurait rejoint le Bureau central d'enquête et de statistique dans le Guizhou en 1938, puis serait retourné à Foshan en tant qu'agent de renseignement infiltré. Bien que les détails restent controversés, ce qui est certain, c'est qu'il passa quelque temps chez son élève Kwok Fu pendant le conflit avant de revenir à Foshan lorsque les hostilités prirent fin. Après la guerre, Ip Man servit pendant plusieurs années en tant que capitaine des patrouilles de police de Foshan, et en 1949, il entraîna même son second fils Ip Ching, démontrant ainsi son engagement à transmettre le Wing Chun. Cependant, avec la victoire du Parti communiste chinois lors de la guerre civile à la fin de 1949, la situation politique changea radicalement. En raison de ses liens avec le Kuomintang, Ip Man, sa femme et leur fille aînée quittèrent Foshan pour Hong Kong via Macao en 1950. Ce fut un tournant majeur dans sa vie. À Hong Kong, l'expérience d'Ip Man fut radicalement différente de la stabilité relative qu'il connaissait à Foshan. À 56 ans, il peina à trouver du travail. Son expérience d'officier de police ne se transférant pas aisément dans ce nouvel environnement. Grâce à l'aide d'amis, il obtint un emploi dans un restaurant et noua des liens via l'Association des travailleurs des restaurants de Hong Kong. Durant cette période, Ip Man développa une addiction à l'opium, ce qui aggrava ses difficultés financières. Pour subvenir à la fois à son addiction et aux besoins de sa famille, il commença à enseigner le Wing Chun de manière plus ouverte. Au début des années 1950, ses premiers élèves étaient principalement des membres démunis de l'Association des travailleurs des restaurants et de jeunes hommes en difficulté issus des rues, des personnes qu'il espérait détourner de la violence des gangs. Bien que beaucoup ne soient restés que brièvement, certains finirent par acquérir suffisamment de compétences pour ouvrir leur propre école, contribuant ainsi à la diffusion du Wing Chun à Hong Kong. Au milieu des années 1950, la vie personnelle d'Ip Man se compliqua encore lorsqu'il entama une liaison extra-conjugale avec une femme connue simplement sous le nom de Shanghai Po. Cette relation donna naissance à un fils, Ip Siua, en 1960. Sa femme Chung mourut d'un cancer, et par la suite, ses fils le rejoignirent à Hong Kong. Au fil des années 1960, la réputation d'Ip Man s'améliora, attirant des élèves plus aisés et mieux éduqués. En 1967, lui et plusieurs de ses élèves créèrent la Wing Chun Athletic Association pour aider à atténuer ses difficultés financières, une mesure que l'ancien élève Duncan Leung résuma plus tard en déclarant « Ip utilisait l'argent des frais de scolarité pour soutenir son addiction à l'opium ». La célèbre maxime, l'héritage philosophique. L'influence d'Ip Man allait bien au-delà de ses difficultés personnelles. Parmi ses élèves notables figuraient Leung Sheng, Su Shantin, Lok Yu, Wong Shin Leung et Bruce Lee. Ce dernier, en particulier, attribua à Ip Man l'enseignement de l'art du détachement et l'inculcation d'une compréhension profonde du kung-fu. La célèbre maxime de Bruce, Sois comme l'eau, reflète les principes fondamentaux de simplicité, de franchise et d'adaptabilité qu'il avait appris d'Ip Man. Ip Man est décédé le 2 décembre 1972 dans son logement situé au 149 Tung Choi Street à Hong Kong, succombant à un cancer du larynx seulement 7 mois avant Bruce Lee. Il fut inhumé à W.O. Hop Shek à Hong Kong. Aujourd'hui, le musée Ip Man, situé sur le terrain du temple ancestral de Foshan, conserve de nombreux artefacts de sa vie et son héritage continue d'inspirer les artistes martiaux du monde entier. Le parcours d'Ip Man de ses débuts aisés à Foshan en passant par ses luttes ultérieures et son succès final à Hong Kong témoignent du pouvoir durable d'un entraînement martial discipliné et de l'influence profonde qu'un enseignant dévoué peut avoir sur les générations futures. La fin du compagnonnage, un adieu silencieux. Avant sa mort, Ip Man révéla enfin pourquoi il avait cessé d'enseigner à Bruce Lee. Lors d'une rencontre finale émouvante à Hong Kong, un Ip Man affaibli esquissa un léger sourire et répondit à la question sincère de Bruce, « Me considères-tu toujours comme ton élève ?» Ce moment résuma le lien profond entre le maître et son élève, un lien façonné par la tradition, les épreuves personnelles et la nécessité de préserver l'intégrité du Wing Chun. Bien que sa décision de prendre ses distances ne fût pas un rejet, mais un choix difficile dicté par une pression immense et des problèmes de santé, elle nous amène à nous demander. Que se serait-il passé si Bruce avait terminé sa formation traditionnelle? Aurait-il révolutionné les arts martiaux de la même manière?
Partagez vos réflexions ci-dessous et rejoignez-nous pour continuer à explorer les légendes qui se cachent derrière ces figures emblématiques.